Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernière session série Spotlight pour cette année. Pour commencer, nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Et je vais mieux partager mon écran. Désolée, si vous pouvez attendre 2 petites secondes. Si je fais un partage d'ici et ensuite que je partage comme ça. Merci. On voit que je suis sur un PC en ce moment et non sur un Mac. C'est comme où sont les boutons. Merci de votre patience. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, voici notre session à plein feu. Juste pour dire, si vous ne connaissez encore pas les détails, si vous ne l'avez pas encore vu, ça, c'est une initiative du comité stratégique de l'Université d'Ottawa sur le soutien à l'enseignement et l'apprentissage. Donc, on voulait vraiment avoir une opportunité à travers des services, des facultés, etc., de pouvoir partager nos différentes connaissances. Et juste pour vous dire qu'on a aussi certaines autres choses qui s'en viennent, des initiatives qui s'en viennent. À partir, on espère d'aujourd'hui, on pourra créer un réseau de profs plus. C'est non seulement les profs qui enseignent les cours, mais les assistants d'enseignement, les services, etc., tous ceux qui veulent participer, de vraiment être capable de se connecter peut-être une fois par mois. On verra ce que le monde aimerait faire, mais vraiment pour soutenir les étudiants, surtout ceux qui arrivent en première année, pour continuer. On vient aussi de partir un projet de créer un guide pour les nouveaux profs. Donc, on a des représentants des services, des facultés, etc. pour mieux soutenir les nouveaux profs. Et on a aussi des exemples de certaines facultés et des départements de maths, on a de droit, de génie, qui ont partagé des exemplaires avec nous. Donc, si vous voyez... Le cache, oui. Sur le Menti, si vous voulez participer à ces différentes initiatives, vous pouvez aller sur menti.com avec le code qui est à l'écran ou utiliser le code QR et nous dire si vous voulez participer ou ajouter d'autres suggestions. Maintenant, for the thing you've all been waiting for, today's exciting event. My part is done, so that's it for me. Donc, on va commencer par parler des expériences des étudiantes pour ceux qui viennent de l'école secondaire. Then we'll start thinking about some approaches that we can take in our courses, in our faculties, services that we may recommend to students. And then for those who are able to and wish to come, some discussions in small groups. And we'll have about 30 minutes at the end to do that. Donc, je vais premièrement introduire Sylvie Lamoureux, qui est ici. Attends, je vais... Voilà, Sylvie, voici nos panélistes. Sylvie est là, excellent. Je scroll over, ça c'est la caméra qui est en arrière de la salle. Donc, et ensuite suivi de David Trumpauer, qui est ici en ligne. Hello. Qui vont commencer à partager les expériences à l'école secondaire. Sylvie, je te passe la parole. Merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup d'être là et de me permettre de parler d'un de mes sujets préférés, la transition à l'université et à travers les cycles à l'université. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur les étudiants qui vont arriver en première année au premier cycle, mais gardez aussi en arrière de la tête que les étudiants qui arrivent à la maîtrise ou au doctorat ont aussi eu des absences du campus. Moi, je vais parler spécifiquement des élèves franco-ontariens. Il y a beaucoup de mots sur mes diapos, paniquez pas, je ne vais pas les lire, mais je voulais que vous ayez des traces. Et si vous avez des questions, mon courriel est là, ça me fera plaisir de vous répondre et parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, même durant les vacances.
bien que je vais parler de certains défis du parcours des élèves qui vont devenir étudiants au mois de septembre, j'aimerais vous expliquer en quoi ils sont différents des élèves qu'on a eus par le passé, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Alors, la plus grande différence depuis 12 ans dans les écoles de langue française en Ontario, mais ça se passe aussi en anglais. Il y a des hyperliens au haut de la diapo vers la politique d'évaluation de l'Ontario. Ça s'appelle « Faire croître le succès » en français, « Growing Success » en anglais. Mais les élèves depuis 2010, alors nos élèves qui deviennent étudiants depuis qu'ils sont en deuxième année, et l'impact a vraiment commencé très fort à l'élémentaire et depuis à peu près 5 ans au secondaire, les élèves sont habitués à co-construire, travailler avec les enseignants pour décider comment leurs apprentissages vont être évalués. Ils sont habitués à avoir des grilles d'évaluation critériées, détaillées, d'avoir accès aussi à des copies types ou à des exemples. Ça ressemble à quoi un travail qui vaut un 4 ou un 4+, ou un A ou un A+. Ça fait partie de leur ADN, beaucoup plus même que les élèves qui sont devenus étudiants avant la pandémie, parce que le drive a vraiment commencé à l'élémentaire. Depuis 2010 aussi, sur les bulletins de l'Ontario, et j'ai donné des exemples que vous pourrez regarder sur la page de ressources, on travaille très fort de différencier l'apprentissage d'une discipline, d'une matière, la rejointe des attentes et les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. On appelle ça, in short, en français, les HH. Les élèves ont ce vocabulaire-là, les étudiants ont ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les retards ne sont pas pénalisés sur les travaux, parce que le sens de l'organisation, c'est une habileté et ton travail reflète ce que tu as appris ou l'attente, le résultat d'apprentissage que tu as fait. Je vous dis qu'en 2010, quand je faisais de la recherche, je suis une ancienne enseignante et directrice d'école. Quand j'ai commencé à faire la recherche en 2010-2015, les enseignants au secondaire ne se servaient pas beaucoup de ça. Par le temps que j'ai fini ma dernière recherche, elle n'a pas fini, la COVID est arrivée, là. Ça faisait partie du langage des élèves qui étaient en 9e année, en 10e année. Donc, le groupe qui nous arrive maintenant. Alors, on travaillait les 7 habiletés et habitudes qui sont là. Depuis 2015, les conseils scolaires de langue française, et ceci n'existe pas en anglais, travaillent la littératie dans toutes les matières. C'est vraiment des stratégies de métacognition où on parle d'apprendre à apprendre. Alors, les élèves identifient des activités et des stratégies qui leur permettent de mieux réussir. Quelque chose d'aussi simple qu'activer ses connaissances antérieures pour que ça devienne un réflexe. Alors, quand ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas, on veut éviter que le réflexe soit, mais soit plutôt, OK, ça ressemble à quoi? J'ai-tu déjà vu? Et la façon que les enseignants travaillaient ça avec les élèves, c'était en faisant de l'enseignement explicite. Alors, en tant qu'enseignante devant la classe, je dirais, dans ma tête, je me dis, Sylvie, qu'est-ce que tu connais de cela? Dans une voix calme, puis on modélisait. Alors, ce qu'ils ont vécu en 9e, 10e année est très différent de ce qu'ils ont vécu en 11e, 12e année. Mais ils ont eu à peu près 10 ans de ça avant cette année. Et depuis 2007, on élargit vers des compétences transférables. Alors, vous les avez là. Alors, de mars 2020 à juin 2022, les entrants que nous accueillerons au mois de septembre étaient en 10e année. Mes recherches sur le succès aux études postsecondaires démontrent l'importance des cours de 10e année pour intégrer, faire des fondements solides sur lesquels asseoir les apprentissages de 11e, 12e année. Leur 10e année, c'est fini en queue de poisson. Alors, il n'y a pas nécessairement eu les mêmes chances d'intégration que les autres. En 11e année, ils ont fonctionné surtout par quadrimestre. Alors, ça veut dire 2 cours à la fois de façon intensive. Certaines écoles, certains conseils où il n'y avait pas de semestre, c'était annuel, ont fonctionné par semestre. Ils devaient limiter le contact des cohortes. Et je vous rappelle qu'en 2020-2021, il y a eu à peu près n'importe quoi.
On était à l'école, on n'était pas en école, on était en hybride, on n'était pas en hybride, il y avait n'importe quoi. En 12e année, ils ont commencé avec des quadrimestres. À partir du fin janvier, c'était en semestre, 4 cours à la fois, parfois en virtuel, parfois en hybride, et après le mois de mars, ils pouvaient avoir l'accès au présentiel. J'ai revérifié avec mes collègues surintendants un peu en province cette fin de semaine, puis ils me disent qu'il y a quand même un grand nombre d'élèves qui ne voulaient pas revenir vers le présentiel parce qu'ils s'inquiétaient. Ils n'ont pas eu d'examens finaux depuis janvier 2020. Quelques exceptions pour les étudiants qui font partie du baccalauréat international ou les écoles qui offrent les Advanced Placement, parce qu'il y a quand même eu des examens. Les résultats scolaires, je les qualifie de géométrie variable parce que c'est à peu près du n'importe quoi. Le ministre de l'Éducation, en mars 2020, a dit que les résultats des élèves à la fin de l'année ne pouvaient pas être en dessous de ce qu'ils avaient au bulletin intérimaire de mars 2020. Alors, on ne pouvait pas changer leurs notes. En 2020-2021, la directive dans la majorité des conseils de langue française, puis peut-être David sait ce que c'est pour les conseils de langue anglaise, on ne s'est pas parlé, on ne pouvait pas faire d'évaluation qui avait une valeur de plus de 10%. Les élèves avaient généralement 2 bulletins, alors qu'avant la pandémie, il y en avait 3 par session. Mais ça varie beaucoup. Certains ont seulement eu 1 bulletin. Et en 2021-2022, encore une fois, plusieurs conseils ont maintenu aucune évaluation d'une valeur de plus de 10%, mais ils sont retournés à 3 bulletins. Le premier bulletin, c'est de la rétroaction. Le deuxième bulletin, on donne une note. Le troisième bulletin, c'est le résultat final. Puis vous pourrez voir de quoi ont l'air ces bulletins-là, si vous le voulez, quand le webinaire sera affiché. Normalement, l'Université d'Ottawa offre une tonne d'activités sur place pour les élèves. On a offert une tonne d'activités en ligne, mais ça veut dire que les élèves ont moins de connaissances du campus qu'ils ne l'avaient avant. Puis quelque chose d'aussi simple que d'avoir un casier, ils n'ont pas eu un casier pendant 2 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais directrice d'école, comment difficile, c'était de voir les élèves essayer d'ouvrir un cadenas avec peu de temps. Juste trouver ces cours, se souvenir d'être autour beaucoup de monde. Alors, ils ont eu beaucoup moins de contact avec nous autres et ils ont eu beaucoup moins de contact entre eux. On m'a aussi dit qu'en ligne, les élèves ne parlaient pas beaucoup. Alors, toute cette question-là de prise de parole, si vous êtes un enseignant qui va avoir des DGD ou des laboratoires ou des petits groupes, il faut réapprendre à se parler puis à prendre la parole. Okay? Et pour les francophones, il y a eu la pire pénurie d'enseignants et d'enseignantes depuis les années 70. Alors, non seulement est-ce que c'était du n'importe quoi un peu, là, va et vient en présentiel, mais quand ton enseignante avait la COVID, il y avait une suppléante ou un suppléant, il y a une bonne chance que ce suppléant-là était quelqu'un qui n'était pas qualifié à l'enseignement dans les écoles de langue française. Alors, ça aussi, ça a un impact sur qu'est-ce qui est enseigné et comment c'est enseigné. En ce moment, on ne peut pas mesurer l'impact des écarts d'apprentissage parce qu'ils ne sont pas uniformes. Les enseignants vont mettre leurs priorités. Hein? Alors, c'est difficile. Je mène un projet avec des conseils scolaires de langue française et les établissements postsecondaires pour essayer d'être capable de mesurer ça. Et les retards d'apprentissage, c'est pas parce qu'ils voulaient être en retard, c'est parce qu'il y a des choses qu'on leur a pas présentées, vont varier. Alors, on peut pas dire, hey, ils n'ont pas fait l'unité sur la chimie organique. Qui sait quel enseignant dans l'école A a choisi par rapport à l'enseignant dans l'école B? Alors, les étudiants sont déjà en insécurité professionnelle, si vous voulez, surtout par rapport à n'importe quoi qui peut être considéré high stakes, hein, qui a une valeur de plus de 10%. Les évaluations ont été majoritairement par projet. Là, ils vont être devant des tests où ils vont être assis dans une salle entourée de monde, une autre expérience qu'ils n'ont pas vécue, ou des examens finaux où tu ne bouges pas pendant 2 heures, 2 heures et demie. Il faut apprendre ça. Ils se font dire qu'ils ne connaissent pas tout, mais ils ne savent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas eu la chance de revoir les anciens comme ça se faisait normalement. Et ils doivent reprendre
l'habitude de prise de notes, de différents styles d'enseignement. Alors, si vous pouvez être transparent avec eux dans vos approches et de peut-être qu'il faut donner un peu plus d'informations que d'habitude, ça serait gentil. Certains conseils scolaires, un collègue hier soir m'en a nommé, je pense, 22 sur 70, là, qui sont en train de considérer ne plus avoir d'examen, jamais. Parce qu'ils trouvent qu'un examen n'évalue pas justement l'atteinte des résultats. Il y a d'autres façons de le faire et ça ne permet pas la co-construction des évaluations avec les élèves. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir. Vous pouvez identifier quelles sont les connaissances que je m'attendais par le passé que les étudiants maîtrisent. Maintenant, on s'entend, tous les étudiants ne viennent pas de l'Ontario. Mais juste savoir dans votre tête quel était votre point de départ avant, puis comment est-ce que vous pouvez rendre ça transparent? Pouvez-vous l'indiquer dans votre syllabus sous terme de révision, en sachant que pour certains, ça va être de la révision, puis pour d'autres, ça va être des apprentissages? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans des DGD, des ressources sur Brightspace? Pouvez-vous communiquer avec les étudiants avant le mois de septembre? Plusieurs professeurs le font déjà. Si on en a plus qui peut le faire pour dire « Hey, voici ce qu'on va voir si tu veux te préparer à la fin de tes vacances. » Ça fait un accueil et ça prépare l'accompagnement. Parce qu'ils se font dire « Attends que tu arrives à l'université, là, ça ne sera pas drôle. » Mais on veut qu'ils arrivent pas avec l'estomac en envers, mais aptes à l'apprentissage. Puis si vous pouvez, au moment d'évaluation, être très explicite sur ce qui sera évalué. Une stratégie qui a été peu exploitée durant les dernières années, c'est d'identifier l'objet principal. Alors, ils n'ont peut-être aucune idée. Si tu dis c'est sur les chapitres 1 à 5, bien, est-ce que tu peux présenter différemment? Est-ce que tu peux donner accès à des tests de pratique? Dans les écoles de langue française de l'Ontario, la directive de 2010 pour toutes les écoles de l'Ontario indique qu'il ne faut pas avoir de tests à choix multiples. Il y a des écoles de langue anglaise qui ont continué à les avoir, mais dans les écoles de langue française, il n'y en a pas. C'est quelque chose de complètement nouveau et il y a des stratégies à ça. Puis juste de les diriger vers un des merveilleux ateliers qui existent à ce sujet, c'est peut-être pas suffisant. Donnez-leur le goût d'aller à l'atelier. Et puis, si vous pouvez faire des projets ou des dissertations, si c'est ce que vous faites, peut-être continuer comme vous avez fait dans vos cours hybrides ou vos cours en ligne, de le faire en petites bouchées. Parce que les élèves qui deviennent étudiants, ils sont habitués à recevoir de la rétroaction et à l'intégrer dans la prochaine étape du projet. Alors, ça fait partie de leur ADN et c'est quelque chose qui est gagnant pour tout le monde d'avoir cela. Alors, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vais passer la parole à David. Je ne sais pas comment arrêter de moi. Je prends tellement de notes et je peux même imaginer jusqu'à quel point les étudiants qui sont même pas qui entrent même pas en première année, mais en deuxième, troisième, vont expérimenter un petit peu les mêmes sortes de choses. Okay, so David, let me pass things over to you and I'll just stand here for a second, make sure you're able to share your screen okay. All right, actually, so I don't have anything to share. I'll just talk. So, and a lot of what I'll talk about is, similar to what Sylvie said. So I think the experience in English schools is very similar for many cases. So when I thought about, what to share with respect to what to expect for incoming students in first year courses, I thought like Sylvie talked about, what are the differences between high schools in normal pre-pandemic times and university experience, but then second, how was the pandemic experience different than pre-pandemic experience for high school students? And I thought about it with respect to a number of things, starting with just the course structure, and Sylvia alluded to this as well. But typically, even in pre-pandemic times, high school students meet daily with their teachers. So teachers are in nearly constant contact with students, which is much different than we have in the university, where we might meet with students 1 or 2 times a week for a limited amount of time and then not see them again until the following week. So, and even with the pandemic, with the quadmester system and so on,
the different formats. Students were still in contact with their teachers for extended periods of time daily for the most part. Even they might not see them for a week, but then they'd see them for a full week again. So there's a lot of that contact, which is different, whether it was face-to-face or virtual. With respect to the format of courses, again, typically in high school, students meet face-to-face in smaller courses, which is somewhat different than some of our courses, at least the size. But during the pandemic, with the fluctuation from virtual to blended to face-to-face and back again, incoming students will be flexible with respect to that. But one thing to note is that, with virtual classes in high school, I think the virtual experience there is much different than what many of our virtual classes have been. Much stronger emphasis on synchronous learning in high schools. Teachers like us didn't have a lot of time to flip when schools went to virtual learning, but did the best they can. But I think teachers sort of have that mindset of being, available for students, and so it's much more synchronous learning. Teachers don't have the teaching assistance and support that we had when we were making the switch as well, so that's a bit of a difference. In terms of the learning strategies that we can expect incoming students to have, so we mentioned metacognitive strategies and so on. Typically in high schools, classes are very interactive, project-based, collaborative group work. As you mentioned, a lot of formative feedback throughout the semester, which when you're in constant contact with students, you have more flexibility to do that. Students are very adept at using online resources, using social media and so on. One thing that may seem like a small difference, but could be large, is that high school students in Ontario at least are used to using Google Classroom as a learning management system, whereas we don't. And we know from feedback that we've gotten over the last 2 years in our courses that the way that students access course materials, access synchronous meetings and so on, was a big source of a strain on them when different professors use different ways to communicate, whether it's Zoom or MS Teams or some alternative. Students coming in will be used to Google Classrooms, so there'll be a bit of a change there as well. In terms of assessment, we talked already a little bit about some of the differences, but in high school, typically students are used to projects and assignments, plus summative assessments at the end of courses, as well as final exams. They're very used to receiving that formative assessment throughout a semester. Teachers focus on a growth mindset rather than just looking at the outcome, often using co-constructed rubrics, like Sylvie mentioned. Over the last 2 years, though, as we heard, no final exams. And so it's very common that students may not have been exposed to those high stakes final exams at the end of the school year and the UQAO standardized testing. So they don't have that experience that first year students in the past would have had. Also, teachers have to some extent relaxed their standards on the assessments that they do have used over the last 2 years. And so that's going to be a big change. And finally, in terms of what all that means for the knowledge that first year students are bringing when they come next year or in the fall. In high school, students typically go through a very prescribed curriculum, have high digital literacy, but in the last 2 years, we know that there will be learning gaps, and those learning gaps are
magnified in students who were normally disadvantaged for a variety of reasons, whether it's from low-income families, racialized students, students with identified disabilities, visible minorities, and so on, and English language learners. So there's magnified learning gaps for some students, but we know that all students are going to have some learning. Learning has been slowed in some of those cases, in many cases, and it's due to a lot of things. I mean, we focus a lot on learning loss due to virtual learning, but there are a lot of other factors that have played a role. The quick switch to online learning with little support for teachers, increased absenteeism has certainly been realized over the last 2 years. And even when students are in class, whether it's virtual or face-to-face, there's less engagement likely due to a number of factors, just the activities the teachers can do in classes in the last couple of years, which probably lead to that. Burnout is a real thing for both students and teachers, which has likely had an effect. We already talked a little bit about lowered standards that were likely, and we know we've experienced the same thing. And at the university, we've been asked to be flexible and accommodating, which sometimes leads to lowered standards. So all of those things are going to affect where students are at when they come to see us in the fall, and things to keep in mind. Some of the recommendations I think that Sylvia made are applicable for whether they're Anglophone, Francophone students. Right? Just the need to consider mental health of students. How do we do that? Just determining ways to engage and make those connections with students. Being there for them to give feedback, any ways that we can structure formative feedback in our classes, being careful to use diagnostic assessment to see where students are when they first come to our class. Like Sylvia mentioned, reach out before classes just to introduce yourself, welcome them, and make sure they know what the expectations are in your classroom, and let them know that they're not alone too. All incoming students are going to be in that same situation, and we recognize that. And so I think those are some of the things. A colleague of mine in the Faculty of Education, Joel Westheimer, wrote a good piece about the opportunities that the last couple of years have given for education. And we typically, or at least teachers often, think about the vast curriculum that they need to cover, and cover a wide curriculum, but maybe at the expense of depth of learning. And so with the pandemic, teachers know they can't cover everything, and we know that they haven't covered everything, but we have an opportunity to explore things in depth as opposed to thinking we have to cover all these different things. So I think there are some positives we can take out of this in reconceptualizing what education is. Capitalize on the increased resiliency that I think students will have coming out of the pandemic, but also being aware of the fears that many are going to be having in coming to university. So I'll end there and look forward to discussion on ways that we can support new students coming to our university. Wonderful. Thank you so much to both of you for sharing so much of what students are coming from, and what a series of trade-offs too, as I'm hearing. They may not have had some things, but they have had other things. And give your last comment about how we can, leverage, capitalize on some of these things, and take it as an opportunity to not only learn from what we've seen over the past 2 years, but where they've been the past years, and leverage that going forward. I think it's really, really interesting. So why don't we maybe stay online with our next panelist. Hélène, can I pass things over to you to start that shift in our thinking now of what now? What are we going to do in this next year for these new students, or students kind of experiencing this in any way? Thanks, Alison. I'll try to
be brief, but there is so much to say, and some things have been said already from our panelists. I just want to make sure, can you hear me okay? Yeah. Okay, so the first thing I want to stress is that there is not going to be any normal anymore for quite a bit. So we're in a period of change. These changes might be good. Sometimes we might learn that it's not for the best and we need to change again. So sometimes we'll fail, sometimes we'll be doing okay. We'll need to be doing a lot of work, I think. So we need to be also, mindful of ourselves and of our students, obviously. But I want to say that generally at our university, we do kick ass. So I think that we can hopefully look towards this future that's coming with a bright kind of mindset. So with that, I just want to identify a few threats and a few opportunities and that we might be wanting to do for our students when they come at university this September. So a few threats. I think for me, confused or different expectations. So if I think about my first year students have, they're quite diverse. So I teach in French, so they come, there's like 10% of them that come from the African continent, for example. So they will have had completely different, experience. Some of my students come from Quebec, and the vast majority obviously come from Ontario and the Ontario. So they will have different expectations. They will have, they might be confused as well as what to expect. So that's going to be something that we need to sort out, so that we need to communicate clearly what we expect of them and what our courses are going to be like. There is resistance to change. So now they were resisting changing into the virtual world, although nobody were, it wasn't a choice. And then when we come back, then some things that we liked in the virtual environment, we will want to keep, and the students are the same as well. So there are things that they would want to keep, which was in the virtual environment, and exactly what you keep and what you don't keep might be completely different from one professor to another. So the students will have to cope with this variety of experiences, and this will again, be a period of change that might be slightly anxiety, producing for our students as well. So there's obviously the uncertainty with the pandemic. You never know when another variant will turn up and completely throw everything off the rails and cause derailment. So if we do something different, so if, for example, I will keep some elements that were virtual within my classroom. So some of the courses will stay flipped, for example. And is this going to work in person? Are they going to come to class? So students are saying they want to be in person, but they don't really want to be in person sometimes. So it's a little bit half and half. So we'll have to explore these, what happens, live as we go. So opportunities are really great though, so we can use students as partners a lot more if we're open with discussion and, how we run our classes and what their needs are, what our needs are. And then we can have this discussion with our student and be a little bit more mature about the whole process of learning, be more reflective. So we reflect on our practice and they reflect on their learning more as well. So I think that's always positive. Developing authentic evaluation, that's always the goal, to be able to really, test their learning. So rethink how we do evaluation, and perhaps at least, even if you're keeping, traditional evaluations, perhaps put less pressure on midterms as they come back in person and kind of roll with it, try it a little bit, and develop more student-centered learning. So really try to communicate with our students and really try to understand the learning from the student perspective. I think we really increased this during the virtual, reality, and then I think we can keep that, and I think that's an opportunity for us to keep doing that. So I think flexibility, empathy, patience, obviously, workload check for us, right? Because sometimes we kind of run away with our enthusiasm, and
Yeah, so our workloads might increase, especially if we do a lot more reflecting with the student, monitoring what's happening in class and all of these things. Communicating is key, and I'll have a little word about this a little bit more later. And monitoring students, I think people have mentioned this already, you know, doing rétroaction within a class multiple times, you know, to make sure that everything's okay, that the students are keeping up and everything is clear with the class. And we must be ready to cut material or change. I think for me, I'm planning this in my class just to make sure that, you know, so these couple of lessons, if everything, you know, if there is some more revision I need to do with certain material, then I can cut these and take more time to actually do these revisions if needed. So I have a course charter in my class. So these are course charters which only try to help the students actually get this positive learning environment. And this is what we discussed from the get-go in my class. And I think I did that during virtual teaching, but I'm going to keep that as well when we get back in person. And these, if anybody wants them, just email me and I'll give it to you and you can use it in your course as well. It's just something that I want to exchange with my students. So as we start the class, these are the values, this is the learning environment that I want in the classroom. And lastly, like I said, communication is key. I think we've all seen these at one point or another about, you know, clients wanting something and the designer or whatever giving you something else, but it's the same in our classrooms, right? So we really need to communicate exactly what we want from our students. We can do this in several different ways. I do weekly agendas, so I tell them exactly what I want. When I have learning objectives, that tells them exactly what I want them to focus on with their learning. I do surveys in my class to make sure that they're focusing on the right thing and that what I'm doing in class is actually helping them. I do prep exam. I do themed office hours so that they're not called office hours because they don't like those. So they can come to these, you know, when they have specific subjects that they want to talk about. You can have brown bag lunches with your students as well to make sure that, you know, over like a lunch and they can talk about anything that they wish to talk about. So those are easy ways to actually try and, you know, communicate with our students. And I'll stop here. Sorry. I've lost. Merci beaucoup, Eden. Thank you so much. And I can already see some reactions in the chat and around the room about that great visual. It's such a welcoming visual that you had. And if I could maybe share too, I've heard it through a few of the presentations so far too, is ourselves and how we are doing, you know, with this as excited as we can get, as taking care of ourselves as well as looking out for the students. So thank you very much for continuing to remind us of that. Okay, so we are going to keep moving on here. And then maybe if we could ask you if it were possible to even share that graphic maybe on our Plein Feu website afterwards. You know, it's up to you, of course, but wonderful. Okay, so we have Mireille McLaughlin and Nathalie Saumur. Est-ce que j'ai bien prononcé notre famille? Ok, super. Merci. Ok, donc c'est à vous. Est-ce que je vous aide à partager ou vous voulez le faire? OK. On a c'est juste l'écran. Oh, l'écran. Je pense que là. Premièrement, je remercie à l'équipe de Alison, à Nancy et à Renata de nous avoir aidés. Moi, je suis Mireille. Je suis historienne adjointe à la Faculté des sciences sociales et je présente avec notre... Les deux peuvent fonctionner en même temps, fermer un pour l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Okay.
Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter qui est responsable de l'expérience étudiante ici à la Faculté des sciences sociales. Puis en fait, quand on a reçu l'invitation, on s'est rencontrés au VSDCANA des études de premier cycle de la Faculté des sciences sociales pour faire le point sur qu'est-ce que nous, on est en train de préparer pour la rentrée 2022. Et aussi, on a décidé de participer parce qu'on considérait, puis on a déjà beaucoup appris, donc on considérait que c'était important d'apprendre, de mieux connaître qui allait être nos étudiants, mais aussi, on est ici pour savoir ce dont ont besoin les professeurs et les membres personnels. Donc, vers la fin de la présentation, vous allez voir, vous poser des questions pour la discussion plus tard. La Faculté des sciences sociales accueille à chaque année à peu près un peu plus de 10 000 étudiants aux études de premier cycle et 1 400 étudiants aux études supérieures. On est la plus grande faculté à l'Université d'Ottawa et donc, on a chaque année des cohortes assez importantes qu'on accueille et des pratiques, on est chanceux des pratiques d'accueil qui sont c'est génial. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie. Ça va? OK. Oui, donc la Faculté des sciences sociales, en fait, cette année, va accueillir, on pense, à peu près 2800 nouveaux étudiants en première année et en deuxième année. Donc, c'est quand même un gros groupe, c'est du jamais vu. Et toutes les activités qu'on prépare pour la rentrée, on a mis ça sous le chapeau ou le parapluie de l'intégration d'automne. Donc, on a habituellement les mêmes objectifs pour toutes nos activités d'intégration d'automne qui est accueillir les étudiants naturellement entrant dans la communauté de la Faculté des sciences sociales de façon positive, de façon inclusive, d'introduire les valeurs de la faculté, les responsabilités et les attentes aussi de la communauté. On présente aussi les ressources disponibles aux étudiants pour atteindre leur succès scolaire dès leur première année. Et le troisième objectif, c'est de créer des moments pour permettre aux étudiants d'échanger avec d'autres étudiants, soit dans leur même programme ou encore dans la faculté, et encourager naturellement la création d'amitié. Et ça, c'est des objectifs qu'on a depuis plusieurs années à la faculté pour toutes nos activités de la rentrée. Les activités comme telles, cette année, on prévoit la journée d'accueil. En fait, je devrais dire, on participe en premier à l'orientation d'été, qui est une activité qui est organisée par un autre groupe à l'université. Et la faculté participe. C'est un moment où les étudiants qui s'en viennent peuvent visiter le campus, mais aussi avoir des informations plus générales sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que ça va être leur expérience. À la faculté, notre première activité, c'est la journée d'accueil. Qui est le mardi, juste avant le début des cours. Et c'est des séances d'information où les étudiants sont invités par programme d'études. Et pendant la séance, on leur parle de ce que c'est être étudiant à la Faculté des sciences sociales, c'est quoi les attentes, encore une fois. On leur parle des rendements scolaires, donc l'importance du rendement scolaire, des services de la faculté. Et nos objectifs aussi, spécifiquement pour la séance d'accueil, c'est aussi de créer un moment qui est mémorable pour les entrants. Donc, encore là, de rencontrer d'autres étudiants de leur programme d'études. Une autre activité qu'on prépare, en fait, celle-là, c'est pour les rentrants, parce je pense qu'on en a parlé, puis on va en parler plus. Nos rentrants, ce sont des étudiants qui sont pratiquement jamais venus sur le campus. Donc, pour nous, c'est important qu'ils aient au moins une connexion avec la Faculté des sciences sociales. Donc, on prépare une activité. C'est pas tout à fait clair exactement ce qu'on va offrir, mais on veut offrir, encore là, on a plus de 2000 étudiants rentrants qui arrivent en deuxième année. Donc, on veut offrir un genre de scavenger hunt qui va les encourager à se promener sur le campus et à revenir nous rencontrer pour peut-être offrir un prix, etc. On va aussi préparer des Instagram Live. C'est quelque chose qui a eu du succès dans les années pendant la pandémie, entre autres, pour seulement permettre aux étudiants entrants de poser des questions. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Puis c'est nos étudiants mentors qui offrent ces Instagram Live-là. Donc, ils sont eux-mêmes des étudiants et ils peuvent faire une connexion avec encore là des étudiants qui sont déjà ici. On prépare des matinées café, encore une fois, avec nos étudiants mentors dans notre centre de l'expérience étudiante. Et finalement, on a un dîner causerie qu'on organise de façon mensuelle avec la doyenne de la faculté. Donc, c'est une façon pour la doyenne de rester en contact avec les étudiants, mais pour aussi les étudiants de poser leurs questions ou de venir parler encore là de tout et de rien de façon mensuelle. Donc, ça, c'est les activités qu'on prévoit pour la rentrée, pour l'instant. Donc, merci Nathalie. En fait, nous, à la faculté, on a identifié 3 grands changements qui sont en cours à laquelle on s'attend pour la rentrée 2022. Tout d'abord, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises, on va accueillir plusieurs étudiants entrants et rentrants qui ont peu d'expérience du campus comme premier défi.
Ensuite, on a une augmentation importante de la population étudiante qui vient internationale. Je pense que c'est à l'échelle du campus, mais la faculté des sciences sociales, c'est vraiment remarquable. Et règle générale, je pense qu'encore une fois, c'est à l'échelle du campus, on a une augmentation de notre population étudiante. On pense en lien avec le fait que les moyennes au secondaire ont été plus élevées et du coup, il y avait plus d'étudiants qui avaient la moyenne pour entrer à l'université. Donc, ce qui va en soi aussi soulever des défis dont on a parlé. Donc, comme ça a été mentionné déjà par plusieurs des présentateurs, nous, on est en expansion avec une population qui va être en train de découvrir c'est quoi la vie universitaire sur le campus. C'est quoi de découvrir ça? Ce que nous, on considère qui est normal. Donc, une présence sur le campus, un engagement pédagogique et civique, des cours et des séminaires axés sur la participation, le dialogue et des apprentissages expérientiels en salle de classe. Il va y avoir des choses très pragmatiques dont on a déjà parlé, comme des déplacements vers le campus. Il n'y a pas juste les casiers, les déplacements vers le campus. Les étudiants ne sont plus habitués à ça. Ils vont aussi avoir des temps morts sur le campus, des temps d'études, des temps de socialisation sur le campus entre leurs cours, une autre chose auxquelles ils ne sont pas habitués. Et en fait, plus d'occasions de socialisation sur le campus. Donc, bref, ils vont avoir à apprendre une nouvelle gestion du temps. Comment gérer leur temps quand ils ne sont plus tout le temps à la maison. Je pense que c'est un défi auquel on peut tous peut-être s'identifier et auquel on a des pratiques maintenant, puisqu'on est maintenant sur le campus. Donc, pour ça, on entrevoit des défis liés à cette adaptation pour les étudiants et on compte avoir des ressources pour étudier, pour socialiser et ressourcer sur le campus, notamment avec notre centre de l'expérience étudiante, ce qui peut ressembler à des centres de mentorat dans d'autres facultés. Ça, c'est dit pour nous, et là, je suis vraiment contente qu'on était là aujourd'hui. Le défi qui nous semble le plus important, c'est celui des modalités d'évaluation. Donc, c'est génial que le SAEA, que nos collègues sont en train de nous donner des stratégies pour repenser les évaluations. On sait par contre que les évaluations, c'est une question de liberté académique et que donc, ça tient aux professeurs de décider c'est quoi les meilleurs moyens d'évaluer les apprentissages dans leur salle de classe. Donc, d'une part, il va y avoir une partie de la population entrante, comme on l'a dit, qui n'a pas vraiment fait d'examen auquel nous, comme nous, on a l'habitude d'y penser depuis au moins la 9e année. Donc, et qui les ont surtout fait en ligne. Donc, c'est un des défis auxquels on fait face et on s'attend qu'il va y avoir un stress important autour des évaluations. Ça, on en a parlé. D'autre part, une des préoccupations, le vice-décanat aux études de premier cycle gère les dossiers d'intégrité. Je vais le dire comme d'une façon un peu humoristique, mais on sait que pendant la pandémie, il y a quelques étudiants qui ont trouvé des façons novatrices, mais non autorisées, de collaborer pendant les évaluations. Et on a vu à l'Université d'Ottawa et même à l'échelle du pays une augmentation des cas de fraude et d'intégrité, ce qui est un défi énorme pour les facultés. Donc, pour le premier défi, en fait, celui-là, il nous semble vraiment assez facile à gérer. Le Centre de l'expérience étudiante prépare à chaque année des groupes de mentorat, d'études, de gestion du temps et de stress pour répondre aux besoins des étudiantes et étudiants. Donc, si vous avez des étudiants, et ça, c'est à l'échelle du campus, je suis sûre que Olivia Fauché va vous en parler aussi, mais n'hésitez pas à référer vos étudiants à ces centres et à ces services. Pour le deuxième défi, celui de l'intégrité, on est très contents, nous, à la faculté, on fait la promotion du logiciel original qui a été mis en place pour développer à la fois, c'est sur Brightspace, et vous pouvez l'utiliser de façon pédagogique pour sensibiliser les étudiants à qu'est-ce que c'est que de la fraude académique. Donc, ce logiciel repère assez rapidement les instances de plagiat et vous pouvez permettre aux étudiants de soumettre leurs travaux plus d'une fois. Comme ça, ils peuvent identifier quand il y a du plagiat. Donc, pour l'utiliser de façon pédagogique, c'est quelque chose que nous, on recommande. Et les étudiants doivent soumettre leur travail sur Brightspace, cependant, sur Original. Et finalement, ce logiciel-là, nous, on en fait la promotion parce qu'il peut aider les professeurs à eux-mêmes pouvoir mieux identifier plus facilement les cas de plagiat. Donc, finalement, nous, je dirais qu'on a hâte d'accueillir les étudiants sur le campus et on s'attend à ce que ce soit un retour au campus qui soit marqué à la fois par la joie et l'incertitude.
ce qui est normal. Donc, les étudiants vont être contents d'être là et en même temps, ils vont être inquiets d'être là ou ils vont avoir plusieurs insécurités, comme on en a parlé. C'est une population qui a été marquée parce que tout ce qu'on a vécu, et nous-mêmes, on peut s'inclure dans ça. Et donc, du côté de la faculté, et encore une fois, je pense que là, je devance un peu Olivia, on travaille les équipes de santé et bien-être et les équipes de gestion de cas pour faire la promotion de services de bien-être et de santé pour les étudiants qui pourraient avoir des sentiments de détresse. On a, nous, à la faculté, le bonheur de travailler avec Stacey Oakley, qui est une gestionnaire de cas qui est intégrée à l'équipe, spécifiquement pour aider les étudiants au cycle. Et on a une conseillère, Kieran Servan-Singh, qui offre des services de psychologie pour les étudiants aux études supérieures. Donc, on va continuer, on l'avait commencé, mais on va continuer aussi à faire une approche qui est axée sur la compassion, à la fois pour les étudiants, le personnel et les professeurs. Finalement, le vice-décanat aux études de premier cycle et le vice-décanat aux études supérieures travaillent avec les responsables de programme et les directions pour assurer le bien-être et le succès des professeurs. Donc, pour nous, une des raisons, je l'ai dit, qu'on est ici, c'est qu'on aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut préparer pour les professeurs. De quoi pensez-vous avoir besoin? Quelles sont vos inquiétudes pour la rentrée? Et comment est-ce que la faculté et l'université, le SAA, comment est-ce que les services, comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc, voilà, c'était pour moi. Alors, merci beaucoup aux vous deux. J'entends tellement cette importance de communication, de connexion entre les étudiants. Et maintenant, oui, et maintenant, on passe la parole à Olivia Fauché pour nous parler de certains des services disponibles pour les étudiants. Merci beaucoup, Alison. Alison, est-ce que tu peux m'aider avec ma présentation? I'm a Teams user. All the way Teams. All the way to I'm a team user and a team player. the back. Okay. Yes, and a mic user as well. I'm a mic user on Teams as well. Okay. I have real problems. And then Nancy has our back. Really, it's the real thing. Je vais en profiter pour me présenter. Bonjour à tous. Merci d'accueillir aujourd'hui l'équipe de TLSS. Et merci à nos formidables panélistes. Ça m'a fait beaucoup réfléchir tout ce que vous avez dit. Je veux rebondir un peu là-dessus dans ma présentation aussi un peu aujourd'hui. Donc, mon nom est Olivia Fauché. Je dirige les services de soutien académique ici sur le campus. Je travaille à l'université depuis vraiment longtemps. Je ne vais pas vous dire combien. Vous allez pouvoir deviner mon âge. So it's not happening. On parle de la pandémie. De notre côté, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défis, mais la pandémie a été un levier extraordinaire d'innovation. Et oui, c'est sûr qu'il y a des défis pour les étudiants, mais l'université n'était pas prête à faire certaines choses. Et ils ont été obligés de le faire, et je parle notamment de tout ce qui est l'accessibilité des services en ligne. On n'était vraiment pas du tout, ça ne faisait même pas partie finalement de la mission et des mandats stratégiques de l'université. Et la pandémie nous a permis justement de démocratiser l'accès aux services par l'accès en ligne. Alors oui, il y a certains défis, on en a parlé beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprendre de tout ça. Et de notre côté, au niveau du soutien académique, c'est qu'on a explosé la porte d'entrée du soutien académique. Le soutien académique, avant, c'était de 9h à 4h ou de 9h à 5h. Et grâce à ces plateformes en ligne, on a pu complètement révolutionner la façon dont on offrait les services. Et finalement, le résultat, c'est qu'on a beaucoup plus d'étudiants utilisateurs. Alors, c'est une danse. Il y a eu la pandémie, alors on en a parlé beaucoup, première année, tout en ligne, on a eu un peu des retours sur le campus, il y avait des vagues, c'était bien compliqué, on a tous eu les courriers du recteur, il fallait s'ajuster plus ou moins du jour au lendemain. Ensuite, une autre rentrée en pseudo-bimodal, 6000 étudiants vont être sur le campus, peut-être certains en résidence, pour offrir des services en personne et en ligne. Et là, finalement, cette rentrée-ci, ça va être vraiment la rentrée, le grand test, où on va pouvoir évaluer quel est le comportement des étudiants dans cette mouvance de bimodal, parce que tous les étudiants vont plus ou moins être sur le campus, et les résidences vont être full speed, pleine. Mais là, on va continuer avec nos services en ligne, puis on va aussi vouloir les avoir en personne. Face à ça, qu'est-ce que l'étudiant va vouloir? Comment il va vouloir consommer ses services? J'imagine que ça va être un peu des deux.
mais on n'est pas encore sûr. Donc, la danse continue aussi. Puis peut-être que Covid, on va avoir des résurgences, mais ça, je ne veux pas en parler parce que ça sera l'hiver prochain. Donc, finalement, je voudrais vous parler du continuum de services. Merci beaucoup, Sylvie, de la présentation. Là, comment est-ce que j'avance? Help! C'est juste... je vais juste vous parler un peu vite fait du soutien académique. Donc, on contribue au succès académique des étudiants, évidemment. Sylvie parlait de la métacognition. On apprend aux étudiants à apprendre. C'est notre cœur de métier. C'est comme ça qu'on développe nos curriculums. Et c'est la façon dont on travaille avec nos mentors. Donc, c'est un grand réseau, le réseau du soutien académique. Donc, c'est 300 pairs aidants. Évidemment, dans ce réseau-là, on assure la formation en partie avec nos collaborateurs dans les facultés, la formation des mentors. C'est aussi le centre d'aide à la rédaction des travaux universitaires, le CARTU. Là aussi, c'est 60 pairs aidants qui appuient les étudiants à développer leurs compétences en rédaction. C'est la ligne du GPS académique qui est ouverte 7 jours sur 7, avec encore là animée par des mentors qui viennent de tous les horizons, de chez nous, des facultés, des services, donc un grand travail collaboratif, puis l'orientation d'été qui commence dans 15 jours. Toutes ces initiatives-là ont été complètement, il y a eu un redesign complet de ces initiatives-là avec Covid dans le contexte du bimodal. Ce qu'on veut, c'est contribuer positivement, évidemment, à l'expérience d'apprentissage des étudiants. On veut aller soutenir la mission et le mandat académique, puis on veut continuer aussi à s'améliorer dans notre offre de services. Et le plus important, c'est rejoindre finalement le plus d'étudiants possible. Et là, je vous présente, on vous a présenté des tactiques, mais finalement, il faut penser à la grande mission stratégique d'intégration des étudiants. On a tous les modèles de Tinto, on parle d'intégration académique, on parle d'intégration sociale, évidemment. Mon rôle, c'est l'intégration académique, et l'apprentissage est un acte social, une partie de social. Mais finalement, on fait tous partie de cette grande stratégie institutionnelle-là, et à chacun de se poser la question de comment, dans nos tactiques, on peut venir aller intégrer et connecter l'étudiant à sa communauté d'apprentissage et le rôle qu'on a tous à jouer là-dedans, dans nos interactions, dans nos initiatives, la façon dont on élabore nos... Donc là, je vous présente un tout petit peu le soutien académique. I can do it. Puis on interagit avec 20 000 étudiants par année. Donc c'est un gros volume au niveau de nos activités. Et c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est toujours de se dire, on veut que l'étudiant comprenne qu'on est là quand ils en ont besoin. C'est pas la question de leur bourrer la tête nécessairement tout le temps. On passe beaucoup de temps à pousser de l'information aux étudiants. Et finalement, c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait leur apprendre à reconnaître leurs besoins pour être capable d'agir sur ces besoins-là le moment où ils en ressentent le besoin. C'est là où on est dans des stratégies plus de métacognition, comment parler. La programmation pré-rentrée. Donc ça commence justement, je le mentionnais, dans 15 jours. C'est l'orientation. Donc les étudiants ont l'opportunité de pouvoir venir ici sur le campus ou en ligne. Donc là, on est en bimodal depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on offre le bimodal. C'est difficile, l'enseignement en bimodal, c'est vraiment compliqué, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir les deux communautés d'apprentissage qui se parlent dans un même environnement. On a quand même eu beaucoup de succès l'année dernière avec ça. C'est une orientation qui est animée par des guides et aussi par des membres de notre équipe permanente. C'est des guides qui sont facultaires. Donc, on a des étudiants de la faculté des sciences sociales qui sont parfois aussi des mentors, qui vont venir animer ces séances-là, qui vont venir parler aux étudiants. On veut les préparer à l'enseignement en bimodal, en virtuel et en personne. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, que ces séances-là sont accompagnées de visites du campus. Donc, on leur fait visiter le campus. Est-ce qu'on peut les préparer à tout? Absolument pas. Est-ce qu'on peut commencer le questionnement? Absolument. Donc, ça, c'est vraiment le but, et qu'ils puissent aussi être connectés avec leur faculté. On a beaucoup de profs qui nous disent « Oh, j'aimerais vraiment être intégré à l'orientation, je voudrais participer, présenter des ateliers. » Ce n'est pas le moment pour les profs de venir parler à leurs étudiants. Tout simplement parce qu'au début de l'année, ils vont avoir besoin de leurs représentants facultaires, des gens dans les facultés. Et donc, c'est ce qu'on essaie, ce premier contact-là avec la faculté, il est essentiel, il est crucial. On les connecte avec la faculté, avec le centre de mentorat, avec leurs services. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Puis finalement, le relais dans les journées d'accueil facultaire, on embarque sur tout ce qui touche à l'enseignement et à la salle de classe. Donc, on est vraiment dans le continuum de services ici et la très belle collaboration avec les facultés. L'orientation, c'est un immense succès. Et l'orientation en bimodal, c'est encore plus un immense succès.
Ça, c'était une grande surprise, justement, quand on parlait de nos surprises Covid, ça fait partie des surprises. 2019, la dernière orientation en personne, 1683 participants. 2020, la première orientation tout en ligne, donc orientation facultaire, 2220 participants. Et l'année dernière, 4097 participants live synchrone. Je parle d'étudiants qui sont derrière leur caméra. Donc, c'est un immense succès. Puis sur ces 4000-là, on avait quand même 300 en personne, mais l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, c'est compliqué d'avoir en personne. Il y avait le 3 mètres, il fallait le nettoyage entre chaque salle. Malgré tout, on a fait notre du mieux qu'on pouvait. On a eu 300 personnes qui sont venues ici en personne sur le campus. Donc, c'est un immense succès. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire, c'est des étudiants, quand même, 4000 sur 8000 ou 9000 étudiants de première année, peut-être. OK, c'est 1 sur 2. Ça pourrait être mieux. Mais c'est quand même ces étudiants-là qu'on est déjà en train, on est sur le momentum de la rentrée, ils sont motivés, ils ont envie de participer. Il y a probablement des parents qui sont derrière l'écran aussi. Écoute. Mais on est déjà en train de les connecter à leur communauté d'apprentissage. Donc, c'est un moment phare, l'orientation. Et notre but, c'est d'essayer d'accroître cette participation-là à l'orientation. La chose aussi qui était la grande nouveauté, la grande nouveauté aussi de l'orientation, c'est que c'est une programmation pré-rentrée, puis qu'on a créé des webinaires qui sont spécialisés. Donc, il y a une 50aine de webinaires, là, je les ai perdus. Donc, c'est 50 webinaires après l'orientation qui sont un peu thématiques, puis les étudiants peuvent participer à ce qu'ils veulent, que ce soit sur l'intégrité dans les études, des panneaux sur la culture académique, des aspects un tout petit peu plus sociaux, les visites des résidences. Donc, on a un peu regroupé toutes les orientations qu'il y avait sur le campus, on a créé des webinaires spécialisés. Donc, il y a à peu près 50 séances au mois d'août. Les dernières semaines de juillet, début août, encore là, on a beaucoup de guides, on a des membres de la communauté professorale qui viennent participer, des membres des services, par exemple, on a Patrick Jeunet des services alimentaires qui vient nous parler de ce qui se passe au dining hall. Et la participation est quand même assez extraordinaire pour ça. C'est ça. Donc, participation synchrone à tous ces ateliers-là. Dans une cinquantaine, c'était 9520 étudiants ont participé en synchrone. On avait des séances avec 700 étudiants derrière la caméra. C'était au point où qu'on a besoin d'avoir des licences spéciales de Teams pour pouvoir aller accueillir ce volume-là d'étudiants. Puis évidemment, la participation à synchrone l'année dernière au 31 août était de 7639. Donc, sans le savoir, avec Covid, on a réalisé qu'il y avait un besoin immense à l'été, une préparation à la rentrée. Et donc là encore, on n'a pas eu le temps d'évaluer, encore, on n'a pas du tout de recul sur tout ça. Donc, une des stratégies, ça va être d'aller évaluer l'impact de tout ça pour pouvoir justement venir améliorer cette programmation-là. Mais il y a un momentum à ce moment-là qui est crucial dans le parcours et le cheminement académique de l'étudiant, qui, à mon avis, a encore beaucoup de marge pour mieux l'exploiter quand on va mieux le comprendre. Je ne prétends pas bien le comprendre encore maintenant, mais on commence à avoir des petits indicateurs. Dans le continuum de services, dans le contexte virtuel, ça c'est ce qu'on a fait pour le Covid, qui va maintenant être rendu en bimodal. On s'est posé la question de comment est-ce qu'on veut préserver le sentiment d'appartenance et de proximité pour les étudiants dans ce contexte qui était complètement en ligne. Puis la solution, même pour nous au sein de l'unité d'appui aux études, on avait des services qui étaient un peu all over the place. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on allait regrouper tous les services de soutien académique sur une seule page, qu'on a appelé le GPS académique. Donc, les services d'appui en rédaction sont sur cette page-là. S'inscrire à des groupes d'études sont sur cette page-là. Peuvent prendre rendez-vous avec un mentor aussi sur cette page-là. Toutes les vidéos de l'orientation sur cette page-là. Et la beauté de cette page, c'est qu'elle est animée 7 jours sur 7 par un mentor qui peuvent appuyer les étudiants à s'inscrire, mais aussi répondre à leurs questions ponctuelles. 7 jours sur 7, justement, du lundi au vendredi, pas l'été. On a moins de ressources l'été, évidemment, mais de septembre au mois de mai. C'est comme ça que ça se passe, qu'on voulait leur éviter le run-around virtuel. Mais l'avantage de cette page-là aussi, elle est pour les étudiants, mais elle est aussi pour la communauté. C'est un point de référence. Avant, un professeur allait donner un cours à un étudiant qui fait très mal. Et en plus, il y a des problèmes de méthode d'étude. Avant, il aurait fallu lui dire, ah, bah là, peut-être que tu aurais besoin de connecter avec ton centre de mentorat, puis là, tu aurais d'autres documents sur cette page-là, puis là, va au Cartu pour ça.
un endroit, un lien, va-t'en au GPS académique, il y a un mentor qui va aller te parler, là, maintenant, c'est ouvert. Ils vont t'organiser ton parcours et ton cheminement, comment on va pouvoir t'organiser ton cheminement indépendant. Et ça encore, c'est une initiative qu'on a levée, vraiment, je dois dire que ça, c'est grâce à Aline Jama Rutherford qui nous a beaucoup soutenu là-dedans, qu'on a levé cette initiative-là en l'espace de quelques mois. Voilà. Je vous mettrai le lien dans le chat, puis on vous le donnera après. Mais finalement, c'est un peu ça. Donc, c'est des services 7 jours sur 7. L'étudiant peut apprendre en asynchrone, puis on leur donne l'opportunité de collaborer avec d'autres étudiants. Juste pour les chiffres, parce que je trouvais que c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est un peu pour le trafic qu'on a sur cette page-là l'année dernière. Au niveau des rencontres individuelles, sur le Cartu, donc on voit qu'on a rejoint, grâce à cette page-là, 10 510 étudiants. Pour les périodes d'achalandage, ça aussi, c'était encore une autre grande surprise. À votre avis, quelle est la journée la plus occupée du GPS académique? Oui, le dimanche à partir de 3 heures, c'est l'autoroute. Et je pense que les étudiants, ils font un peu la fête. Probablement le vendredi et le samedi. Le samedi, c'est beaucoup moins occupé. Mais le dimanche, on voit que, je pense qu'il y a un peu le syndrome du « Oh my God, ma semaine recommence demain ». Et là, on voit qu'ils communiquent beaucoup plus avec nous. Somme toute, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des interactions, donc c'est plus de 50% des interactions sur cette ligne-là, se fait à l'extérieur des horaires réguliers. Donc à l'extérieur du 9 à 4 ou du 9 à 6. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. On pense beaucoup au comportement des étudiants, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement dans leur façon de travailler? Ils ne travaillent pas de 9h à 4h. Et pour ça, il y a plein de raisons. Il y a des étudiants matures qui ont des familles, il y a des étudiants qui travaillent beaucoup aussi, qui n'ont pas cette opportunité-là de pouvoir s'occuper de leur cheminement académique pendant la journée. Et bien, évidemment, on a les étudiants qui ont un noctambule, qui écrivent le soir et qui, là, on va avoir des questions un peu plus tard dans la soirée. Et finalement, sur cette ligne-là, on a beaucoup de questions en lien aux références puis au plagiat. Puis là, ce chiffre-là a explosé cette année parce qu'on gère aussi les milieux d'intégrité dans les études. Donc là, ces chiffres-là ont augmenté. Beaucoup de questions sur les essais. Et on va avoir vraiment de tout, des étudiants qui veulent prendre des rendez-vous, des questions sur la sélection de cours, les méthodes d'études aussi. Là, je m'attends avec ce que nous dit Sylvie, on va vouloir mettre l'accent encore plus là-dessus, puis encore mieux référer les étudiants. Et des questions qui sont un peu plus d'ordre général. Une chose dont je suis très fière par rapport à cette ligne, c'est que en moyenne, chaque interaction dure 25 minutes. Et ça, c'est important pour moi parce qu'on voulait recréer cette porte virtuelle. Le but ici, on n'est pas chez Bell Canada, on ne veut pas se débarrasser là, de l'étudiant le plus rapidement possible sur la ligne de claravage. On veut prendre le temps de créer ce lien. Et finalement, comme s'ils étaient avec nous en personne, prendre le temps de leur parler, de créer ce lien-là pour qu'ils se sentent bien, puis on veut qu'ils veulent revenir aussi si jamais ils en ont besoin, qu'ils se sentent bien à l'aise. Donc, c'est 25 minutes chaque interaction. L'étudiant attend en moyenne 3 minutes avant de pouvoir parler avec elle. Donc, c'est un immense succès encore. Je pense que c'est un succès qui va continuer aussi de se développer au fur et à mesure où on développe nos collaborations sur le campus. Mais encore, je crois que c'est cette année, avec cette rentrée-là qui va être encore différente, qui va justement nous permettre de mieux comprendre le comportement de ces étudiants-là face à leur soutien académique. La prochaine étape, c'est avec Alison, on va travailler aussi sur un groupe pour évaluer un peu l'impact que ces services-là ont vraiment sur les étudiants. On a différents KPI qui évidemment nous sont un peu imposés par la province, mais il y a des choses sur lesquelles on doit se pencher aussi. Je serais curieuse de voir pour les étudiants au niveau de la rétention, qu'est-ce que ça veut dire sur leur rendement scolaire, sur leur sentiment d'appartenance. Avoir une idée d'un point de vue un peu quantitatif, mais aussi qualitatif dans leur cheminement à eux. Quelle différence est-ce que ça a fait pour eux? Donc voilà, c'était pour le soutien, les services de soutien académique. Merci beaucoup. Merci à tous les participants présentés. Merci. Voilà. Merci énormément à tout le monde qui a présenté aujourd'hui.
I'm so excited by the possibilities coming out from this. Like I know we're building our inclusion webpage. David, you had talked about some of the worries of some of the gaps, the knowledge gaps from people from different groups. We've talked about communication and connectedness, and Elaine shared some amazing resources that you've created. I would love to be able to adapt them as well for my own course that I'm teaching in the fall. This is exciting. I think it's going to be really hard. I think we risk being really exhausted. Maybe we'll learn to take care of ourselves. I'm hopeful for that. But this is really great. Thank you so much for sharing, everybody, your expertise. Let's turn this over to questions. So from people in the room, either in person or virtually, what questions might we have? What questions do we have? Sharing. Yeah, thank you. Yep. So you can either ask through the chat, you can raise your hand and ask aloud. While we're waiting, maybe I will. Oh, yes. Attends, je vais aller. I'll work on my good habits. Fine, just try. Oh, try. Okay. Dans le fond, je voulais simplement vous remercier parce qu'il y a de l'information que vous avez partagée qu'on ne connaît pas, puis qui ont un gros impact sur la façon dont on interagit avec les étudiants, et dans le cas où ça avec les profs aussi et les assistants d'enseignement. Puis, vous avez partagé aussi des stratégies que nous, au SAEA, on partage de façon régulière. Et c'est le fun aussi de l'entendre de différents services, de différents groupes. Donc, un gros merci pour ça. Le repart plein d'énergie, des idées. Oui, c'est fantastique. C'est bien de se rappeler aussi de certaines choses parce qu'on n'a pas été en mode normal depuis quelques années. Alors, beaucoup apprécié de tout le monde. Oui, c'est fantastique. Oui. Oui, moi, c'est pas tant une question. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu cet après-midi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Claude Lagu. Je suis professeur de la faculté de génie, mais depuis 2 ans, je suis le conseiller spécial pour la réintégration sur le campus auprès de notre provost, un mandat qui va se terminer en 3 semaines. Puis aussi, I'm also the chair of our COVID-19 Recovery Task Force. So for the last 2 years, our group has been responsible for making recommendations to the university with regards to public health measures that were in place. So when they should be introduced, when they should be relaxed, reintroduced. I mean, we've gone through a roller coaster ride over the last couple of years. We were also responsible for the reintegration plans that all the faculties and services have had to develop, adapt, modify over the last 2 years so that we're able, in 2020-21, we had about 4,000 students who were able to get some on-campus in-person experience. Last year was about 20,000. And of course, for next year, we're aiming for a lot more. At this time, we're confident that we have relaxed all the public health measures on campus, with the exception of le campus Roger-Guindon, où il y a encore la consigne de masque qui est encore en vigueur, mais c'est parce qu'à cause de la proximité physique avec 2 hôpitaux. Mais éventuellement, ça devrait, si la situation continue de s'améliorer, ça aussi devrait tomber éventuellement. Mais on demeure prêt, l'université demeure prête à réintroduire des mesures de santé publique si jamais la situation devait l'exiger. À ce moment-ci, on ne pense pas que ça va être le cas. On ne sait jamais, là. I like to say that over the last 2 years, I didn't have a crystal ball. I had a bowling ball, so I couldn't see anything in that ball, and I don't think the situation has changed that much. I think we have a lot more tools at our disposal in order to protect our students, our employees, and the other people who come to campus. So that's a great thing. But having said that, I mean, nothing is cast in stone. Puis l'invitation que je voulais faire, c'était simplement
Si en tant qu'enseignant ou en tant que personne qui interagissait avec des étudiants, parce que j'ai entendu, on parle de préoccupation, on parle d'inquiétude, c'est normal. Si vous avez des suggestions, des commentaires par rapport à quelles autres mesures pourraient être mises en place pour justement favoriser le retour en sécurité là, de nos étudiants, de nos employés, évidemment, on est toujours ouvert là, à voir cette perspective-là parce que c'est très important. Donc, puis même si mon mandat se termine dans 3 semaines, et si le mandat du groupe de travail sur l'intégration va être suspendu à partir de vendredi, il y a des structures à l'intérieur de l'université qui vont prendre la relève pour s'assurer de la gestion continue de la COVID sur le campus. Et si jamais, là, j'espère qu'on n'arrivera pas là, mais si jamais on devait retourner dans une situation d'urgence, peut-être qu'il y a des... Si un TF va peut-être revenir, peut-être d'autres mesures qui vont être amenées, mais pour l'instant, on espère qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Merci, merci beaucoup. Juste pour une place pour soumettre ces suggestions, non seulement pour vos commentaires, mais aussi pour les sortes de choses, si vous avez des idées que vous voulez partager. Je mets le lien dans le chat, c'est le même lien Menti que j'avais mis avant. On cherche aussi pour ce guide de nouveaux profs, j'ai réalisé, pendant que vous présentez avec nos ressources qu'on crée au niveau de l'intégrité académique aussi, des choses pour les profs, pour promouvoir l'intégrité avec les choses, les sessions du SRA pour les évaluations. On cherche des personnes qui pourraient donner des commentaires sur certaines ressources qui sont créées. Donc, dans le lien Menti, vous pouvez aussi inclure si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Qu'est-ce qui arrive si j'ouvre ça pour la discussion? Et est-ce qu'on voudrait faire, c'est la question, si je fais peut-être des breakout rooms pour ceux qui sont en ligne? Un groupe en personne, un groupe en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour une dizaine de minutes? Voilà. Évidemment, ceux qui doivent partir, c'est correct. Donc, je vais arrêter l'enregistrement à ce point-ci.